Bonjour Thierry Coulon. Bonjour. Vous êtes mathématicien, président de l'Institut Polytechnique de Paris, ancien conseiller d'Emmanuel Macron sur les questions d'éducation et de recherche. On vous a invité ce matin pour parler des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Et pour commencer, on a justement demandé à un robot, à une IA, quelle serait la meilleure première question à vous poser. Je vous la pose donc. En tant qu'expert en intelligence artificielle, quelles avancées récentes vous semblent les plus déterminantes pour l'avenir de cette technologie et son impact sur notre société ? Alors l'intelligence artificielle, là, n'est pas extraordinairement fine. Je suis sûr que vous auriez fait mieux. Merci. À vrai dire, je me suis aussi demandé si je devrais pas préparer notre entretien avec un outil d'IA. Et puis je me suis dit que ce serait plus spontané, et peut-être un peu plus intéressant. Vous avez bien fait. On peut se dire être immodeste sur l'intelligence humaine pendant encore quelques temps. C'est une technologie qui est bluffante, qui d'une certaine manière change énormément de choses. Elle change la manière dont on travaille, on vient d'en parler. Elle change la manière dont on soigne, dont on fait la guerre, dont on fait de la science. Et elle évolue très vite. On va justement être peut-être un peu plus précis, Mathilde. On va entrer dans le détail avec vous, Thierry Coulon. On va parler notamment de l'actualité de la semaine en matière d'IA, donc avec nos questions cette fois-ci. D'abord, cette tribune, mercredi, 700 scientifiques, des personnalités politiques, des entrepreneurs, des prix Nobel et même le prince Harry ont lancé un appel à cesser les travaux de développement d'une super IA, qui serait capable de surpasser les capacités humaines. Alors pour eux, il y a un risque pour l'humanité. De quoi parle-t-on, Thierry Coulon, quand on parle de super IA ou IA générale? C'est le nouveau terme. Alors il y a deux choses. Il y a la super intelligence qui, dans un domaine donné, surpasserait l'intelligence humaine. Et puis il y a l'intelligence artificielle générale qui, dans tous les domaines et universellement, surpasserait l'intelligence humaine. Bon, ce sont ça les concepts. Alors reprenons la question de ce qui existe aujourd'hui. On a une technologie extrêmement forte qui progresse et donc qui présente des opportunités incroyables et des risques incroyables. Il est donc normal qu'il y ait un débat, et plus les scientifiques, mieux ça vaut, sur la question de balancer les opportunités et les risques. Ce débat, il existe depuis longtemps, il est porté par un certain nombre de scientifiques bien connus, Joshua Bengio, Stuart Russell, Geoffrey Hinton. J'accorde plus de crédit à leur opinion qu'à celle du prince Harry, qui est tout à fait respectable par ailleurs, ou de Steve Bannon. Et que disent-ils ? Il n'y a rien de très nouveau dans cette pétition. Il parle de moratoire. Un moratoire, on peut se demander si c'est vraiment réaliste et si c'est vraiment la question. Là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comment dire, regarder les risques qui ne sont pas encore avérés, c'est peut-être moins intéressant que de regarder les risques qui sont avérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA telle qu'elle existe, on peut faire des deepfakes en masse, on peut manipuler l'opinion, on peut faire de la désinformation. Bon, nos chercheurs à l'Institut Polytechnique de Paris et ailleurs travaillent sur ces questions. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, deux points. Après tout, cette vieille question de savoir si une technologie est dangereuse ou non, c'est une question saine. Il faut la poser sur des bases rationnelles et scientifiques, mais il faut aussi regarder les vrais risques et non pas des risques qui sont beaucoup plus lointains. Mais cette super IA, on en est où aujourd'hui ? On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Rien dans la science ne permet de dire aujourd'hui qu'on peut y arriver ou encore moins qu'on y arrive. Donc vous ne partagez pas les craintes des signataires de cette tribune ? Je suis pas, très frappé par cette tribune. Je suis intéressé par le débat scientifique. On a un débat bien connu entre Joshua Bengio et Yann Lequin, qui est français et qui est à Meta, qui lui fait partie du camp des optimistes. L'an dernier, au moment du sommet AI, l'Institut Polytechnique de Paris avait été chargé d'organiser 2 journées scientifiques. D'ailleurs, de manière intéressante, au moment où Stuart Russell faisait un autre sommet à Paris. Nous, on avait choisi la posture, disons, optimiste vigilante, c'est-à-dire très sensible, évidemment, aux opportunités incroyables en matière de soins, de diagnostic et de formation, de recherche. Dans tous les secteurs de la recherche, l'IA permet d'attaquer des problèmes dont on ne pensait pas qu'ils étaient attaquables. Mais on se rend compte quand même qu'il y a un discours qui monte, peut-être aussi des craintes de plus en plus fortes. On voulait vous faire réagir ce matin, Thierry Coulon, à ce chiffre. 44% des réponses générées par des assistants IA concernant des contenus précisément de Radio France contiennent au moins une erreur ou un problème significatif. Est-ce que ça veut dire que les IA génératives, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne seraient pas fiables en matière d'information ?
Mais évidemment, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Enfin, il faut le dire largement. C'est-à-dire que si on s'imaginait que l'outil était parfait, qu'on pouvait mettre l'intelligence humaine en pause, ce serait terrifiant d'abandonner tout esprit critique et d'imaginer une seconde qu'on peut se laisser manipuler. Donc, oui, l'intelligence artificielle est imparfaite. Elle va pas le rester longtemps. Enfin, ça va progresser très vite. Et parce qu'aujourd'hui, finalement, elle confond opinion, fait, actualité. Parfois, elle est en retard aussi sur l'actualité. Bon, mais elle peut se tromper. Mais n'importe quel instrument peut évidemment se tromper. Une fois de plus, ça ne me paraît pas être le danger principal. D'abord, il faut que les gens le savent. Il faut former à l'esprit critique et de plus en plus. Mais le danger, c'est plutôt qu'elle peut aider à propager des opinions fausses ou à manipuler. Et là aussi, deuxième raison de travailler l'esprit critique. Et donc, il faut d'abord former, il faut maîtriser l'intelligence artificielle. Il se trouve que l'Institut Polytechnique de Paris, École Polytechnique, Télécom Sud Paris, NSAE, ce sont des gens qui travaillent sur la donnée, et d'autres, ce sont des gens qui travaillent sur la donnée, ce sont des mathématiciens, des statisticiens, des informaticiens qui se sont orientés vers l'IA il y a quelques années, qui la maîtrisent. Notre deuxième responsabilité, c'est de former, et de former l'esprit critique, et puis il faut réguler, on en reparlera peut-être, parce que la vraie réponse à la pétition, c'est qu'il faut réguler et que l'Europe régule bien. On va en parler justement dans la deuxième partie de l'émission. Simplement, une question en matière d'innovation et de développement de ces nouveaux outils. Alors, cette semaine, OpenAI, le géant américain, vous le savez, a présenté son propre navigateur qu'il a baptisé donc ChatGPT Atlas. En gros, ChatGPT Atlas cumule les fonctionnalités d'un moteur de recherche avec celles de l'IA générative. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les moteurs de recherche comme Google et autres sont voués à disparaître et à être remplacés par l'IA? Écoutez, je suis pas doué d'un don de préscience. Il est clair que le web va être secoué par l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont être secouées par l'intelligence artificielle. Donc, on est face à des disruptions. On peut comparer avec d'autres grandes évolutions industrielles, d'autres disparitions de firmes, d'autres grandes batailles. Bon, OpenAI et Google se battent. Il est clair que Google va connaître des temps assez difficiles. D'une certaine manière, c'est intéressant. Enfin, les éléphants se battent dans la savane. Il y a deux questions. D'abord, est-ce que la France et l'Europe peuvent jouer? J'imagine qu'on y reviendra. C'est fondamental. Un organe de régulation? Pas seulement, en étant un organe d'innovation. Évidemment, on a tous Mistral en tête, mais enfin, il n'y a pas que Mistral. La question, c'est de savoir si, en régulant, on peut aussi faire de l'Europe un espace d'innovation et avoir les anciens élèves de nos écoles qui sont qui sont les créateurs de l'IA, qui sont des chercheurs. Il y a toute raison de penser que oui. Maintenant, le fait qu'il y ait des nouveaux entrants, qu'il y ait des équilibres qui changent, etc., c'est une bonne chose. Enfin, c'est ce que nous raconte à Lyon, notre récent prix Nobel. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait de l'innovation, que les nouveaux entrants puissent jouer. Alors, une fois de plus, il est souhaitable que la France et l'Europe jouent dans ce jeu-là, et ça me paraît possible. Vous qui êtes un grand connaisseur de l'IA, une question... Non. Moi, je sais. En tout cas, vous maîtrisez cette technologie. Une question qui peut intéresser les gens qui sont chez eux, qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi perdus face à cette révolution. Vous, concrètement, dans votre vie quotidienne, comment est-ce que vous utilisez l'IA et quelles sont les limites que vous posez à cette utilisation-là ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Moi, je dirige un établissement d'enseignement supérieur. Cet établissement d'enseignement supérieur, il doit s'adresser aux grands défis. Il traite les défis sociétaux à travers des centres interdisciplinaires. On s'occupe de climat, on s'occupe de santé, on s'occupe de défense et de sécurité. On a quand même 2 écoles militaires, enfin sous tutelle du ministère des Armées. Et on s'occupe d'intelligence artificielle. Donc, je suis attentif. J'essaie de créer des conditions pour que nos chercheurs, qui sont absolument excellents, prospèrent, pour
que des fonds publics et des fonds privés viennent nous soutenir. Vous savez mais du coup, vous êtes sensibilisé en tout cas à l'utilisation de l'IA, vous en connaissez aussi les limites, on vous en parle. Donc, comment ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous l'utilisez? Non seulement on a un centre interdisciplinaire avec HEC, c'est très intéressant parce que c'est lié à la société, qu'on appelle iParis, et donc c'est une de des grandes forces de l'institution que je dirige, donc effectivement je m'y intéresse, et puis je me demande comment, au quotidien, ça va changer nos vies, comment on va l'utiliser du point de vue de la gestion. Et vous le faites, alors? Et comment? Alors non, mais le premier point, oui, je le fais, mais le premier point, c'est de voir à quel point, dans les laboratoires, ça a un effet. On a un laboratoire qui s'appelle le LOB, qui est physique et biologie, c'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques d'optique pour regarder, par exemple, les connexions neuronales dans le cerveau de la souris. Ça donne des données, des masses de données incroyables. Et vous avez à un moment donné, dans une présentation scientifique, le type qui vient dire « Moi, je suis pas biologiste, mais je suis spécialiste de l'IA qui les aide, qui leur a permis de vous montrer les images incroyables qui sont là. » Donc on ne saura pas comment vous l'utilisez. Mais si, je l'utilise quand on a à faire un discours. Mon directeur de cabinet l'utilise. On regarde, évidemment, on rit de certaines erreurs. On fait souvent mieux. On essaye je crois qu'il faut chevaucher le tigre. On va être un certain nombre pour apprendre à le dompter, peut-être. Bien sûr. Et comme dans notre position, il se trouve qu'on a contribué et on va continuer à contribuer non seulement à le créer, mais à le faire évoluer et à se poser toutes les questions de désinformation, de privacy, d'équité, etc. Eh bien... On va justement se les poser, ces questions. On va vous les poser, ces questions sur la désinformation, sur la régulation également mise en place et qui va être amenée à progresser. Ce sera juste après le Fil Info avec vous, Thierry Coulon. Le Fil Info, c'est avec Manon Lombard-Brunel à 8h45. Les débats doivent reprendre d'ici moins d'un quart d'heure à l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont commencé l'examen dans l'hémicycle de la partie recettes du projet de budget de l'État. Ils ont adopté la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. C'était une demande de la gauche. Le vote solennel de cette partie du budget est prévu le 4 novembre prochain. C'est une première dans l'histoire judiciaire française. Pour la première fois, une femme a été condamnée hier à la perpétuité incompressible. Peine maximale prononcée contre Dabia Ben-Kired. Elle a été reconnue coupable par la Cour d'assises de Paris du meurtre et du viol de Lola. Pour l'instant, on ne sait pas si elle va faire appel. Près de 9 millions d'électeurs appelés aux urnes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, élection présidentielle après une campagne électorale marquée par des violences. Alassane Ouattara, 83 ans, brille un 4e mandat. C'est le grand favori de cette élection. Et puis vous allez pouvoir profiter d'un peu de sommeil supplémentaire la nuit prochaine. 1 heure de plus avec le changement d'heure. La contrepartie, c'est que la nuit tombera plutôt vers 17h45 en moyenne les prochains jours. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Mathilde Siro. Merci d'écouter France Info. Vous êtes toujours avec nous, Thierry Coulon, président de l'Institut Polytechnique de Paris. On a exploré avec vous les nouvelles innovations en matière d'intelligence artificielle. On va désormais aborder les enjeux liés davantage à la régulation, mais aussi à la désinformation et au risque que vous pointiez lié à la manipulation des opinions. Alors, comme vous le savez, l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans les batailles électorales à travers des fausses informations, des montages frauduleux qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. On voulait vous faire écouter, Thierry Coulon, cet extrait du reportage d'Omar Waman en Côte d'Ivoire, en pleine élection présidentielle. On entend une deepfake d'Emmanuel Macron, c'est assez saisissant. C'était dans le choix de France Info ce matin, on l'écoute. Sur les réseaux sociaux, on trouve des deepfakes, des vidéos truquées hyper réalistes. Si je démissionne aujourd'hui de mon poste de président, je m'en fous, j'irai au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Ces propos sont attribués à Emmanuel Macron, qu'il n'a jamais évidemment prononcé. Alors comment on fait, Thierry Coulon, face à ces montages qui circulent de plus en plus? Est-ce qu'il va falloir s'y habituer et comment est-ce qu'on peut réguler ces contenus? Il faut travailler, il faut faire de la recherche, il faut se demander comment on les monte, comment on les démonte, comment on les repère. Bon, on a un certain nombre de chercheurs, Institut Polytechnique de Paris, qui travaillent sur cette question. Je pense à Vicky Calogeton, je pense à Oaga Goga. On a des équipes en commun avec l'INRIA qui travaillent sur ces questions. Ça, c'est la recherche, c'est le fondement. Et puis, il faut dans la société, et c'est ce que vous êtes en train de faire, il faut que la presse, les médias, la société s'éduque à ces questions. On est face effectivement à quelque chose qui
comme souvent dans l'histoire humaine, à la fois présente des opportunités extrêmement fortes et qui présente des risques terrifiants. Ce que vous venez de montrer est effectivement terrifiant, et ça n'est que le début. On peut imaginer, c'est la vieille histoire de Prométhée, est-ce qu'il fallait voler le feu aux dieux ou pas? C'est probablement dangereux, on a sans doute bien fait, mais il faut s'armer. Il faut un travail de prévention, d'explication, on le fait dans les médias. Vous pensez que les politiques ont pris la mesure aussi de ce danger-là? La société évolue globalement à des vitesses peut-être différentes. Bon, il me semble que les politiques sont pas mal placés pour voir le danger venir. Nous, on est pas mal placés pour, une fois de plus, travailler, parce que ce sont des questions scientifiques aussi. Eh bien, il faut très vite évoluer. Il va falloir former aussi, évidemment, dans l'enseignement secondaire. Il va falloir faire évoluer tout notre système. Je suis pas infiniment pessimiste, vous l'avez compris. Vous parlez de formation, vigilant. Justement, Thierry Coulon, en tant que président de Polytechnique, est-ce qu'on est à la hauteur, notamment par rapport à la concurrence internationale? Est-ce que les filières françaises ont pris le virage de l'IA? Alors, je suis pas président de Polytechnique, je suis président de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est une alliance de 6 écoles d'ingénieurs, dont l'école Polytechnique et quelques autres. Alors, il y a deux questions. La question très importante et qui concerne bien des domaines, et en particulier l'innovation et la recherche, est-ce qu'on est dans la compétition? Et puis, est-ce qu'on fait évoluer la formation correctement? Est-ce qu'on est dans la compétition? Je le pense très profondément. Bon, il y a un argument extrêmement simple. Qui est le chief scientist de Meta? C'est Yann Lequin, et il est français. Scientifique en chef. Qui est chez OpenAI dans un poste extrêmement important? Stéphane Boubec, il est français. Arthur Mensch a été formé à l'École Polytechnique, etc., Jean-Philippe Vert et bien d'autres. Donc on n'est pas dépassé en France? Sur l'IA, on est encore dans le train, ça va être très difficile, mais on y est. Je vous rappelle qu'il y a derrière l'IA, il y a la question du quantique, on est vraiment pas mal. Enfin, je veux dire, l'IA n'est pas là. On peut l'espérer, n'est pas la fin de l'histoire. Une fois de plus, la pétition selon laquelle on va vers la singularité et la disparition de l'espèce humaine, c'est peut-être pas le vrai risque. Donc, imaginons que l'histoire se continue et que dans d'autres grandes technologies, on soit aussi présent. Alors, ensuite, oui, on a un problème de rémunération. Oui, on a un problème d'attractivité. Mais on se bat, on a des arguments. Il se trouve que mon travail et celui de mes collègues directeurs d'école, c'est de constituer un institut de sciences et technologies de niveau mondial, dont on se compare quotidiennement à Caltech, à l'EPFL, au Technion, au MIT. Grandes écoles américaines, notamment. Ça veut dire que pour vous, l'enseignement supérieur n'est pas dépassé en France? Parce qu'on se pose la question, parce que vous avez dû prendre connaissance des propos de l'essayiste Laurent Alexandre, qui lui estime en fait que maintenant, aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, faire ses études à l'université, à la faculté, en sciences humaines, en sciences sociales, eh bien, c'est une perte de temps. Vous avez peut-être pris connaissance de ces propos. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien sûr. Alors, c'est un titre très provocateur. Il ne faut plus faire d'études. Mais c'est très intéressant, c'est très stimulant. Alors, ça n'est pas une nouveauté que l'enseignement supérieur, il a une longue histoire. Ce sont des institutions très stables, finalement, ce sont les institutions les plus anciennes dans la société humaine, finalement. Les universités et les établissements d'enseignement supérieur évoluent. D'ailleurs, l'Institut Polytechnique de Paris en est la preuve. Vous prenez 6 grandes écoles qui avaient leur histoire très ancrée dans le XVIIIe siècle français, qui se disent, ensemble, on va faire un objet très international et du XXIe siècle. La deuxième chose, c'est qu'on forme nos étudiants précisément à un très haut niveau de sciences, et de sorte qu'ils puissent s'adapter. Il est clair qu'avec le niveau scientifique en maths, en stats, en physique, en biologie qu'ont nos élèves, je suis pas trop inquiet sur leur capacité à s'adapter. Alors maintenant, que dit le livre de Laurent Alexandre et d'Olivier Babot? Très rapidement. Il dit que le temps, j'étudie et puis je travaille, c'est fini. Mais ça fait bien longtemps qu'on le sait, qu'il va falloir faire basculer tout le système vers un système de formation tout au long de la vie. Que l'IA est un risque, c'est une opportunité incroyable du point de vue des outils éducatifs qu'on va mettre en place. Donc oui, le système va évoluer, il va évoluer très vite, très fort.
mais il n'est pas perdu. Il y a Et vous serez suffisamment là pour veiller d'investissements encore en dessus, France. Thierry Coulon. Je suis désolé, on a vraiment plus le temps, on est à la limite. Oui. Merci beaucoup, Thierry Merci Coulon, à vous. président de l'Institut C'était Polytechnique de passionnant. Paris, Moi. pour votre éclairage. Pour nous aussi, éclairage sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Merci Mathilde, on se retrouve demain pour un nouveau 8h30. Bonne journée, l'info continue sur France Info. Merci.